remercie également nos panélistes et tous les intervenants pour leur contribution aux échanges sur le thème d'aujourd'hui. Je rappelle quand même le thème parce que nous l'avons abordé par plusieurs bouts. Le thème, c'était quand même le système, les réformes du système politique après le dialogue national. Autrement dit, quel est le point des réformes du système politique à l'issue du dialogue national? C'était cela notre thème. Ce point a été bien fait par notre ami Eliman Khan. Je reviens simplement sur d'abord ce qui nous réunit ici. Très souvent, c'est les nouveaux peut-être qui le posent, pourquoi nous sommes ensemble ici en train de discuter. Nous sommes en train de discuter du pacte national et de ses prolongements dans l'actualité et dans les activités de notre pays. C'est de ça que nous parlons. Nous avons élaboré un pacte national que nous avons soumis à des candidats. Un a été élu, il avait promis de le mettre en œuvre. Il y a eu des activités, des initiatives qui ont été prises, ça et là, et nous nous posons la question, est-ce que les promesses de réformes qui nous ont été faites, dans ce qui est en train d'être fait, est-ce que nous avons ça ou nous ne l'avons pas? Voilà la question. Alors, je crois que d'abord, dès le début, il y a eu le débat quand nous avons reçu les termes de référence. Nous nous sommes posé la question de savoir ces termes de référence. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce que certains ont appelé la boussole, le cadre référentiel, le cadre de consensus national sur lequel on avait dit voilà les orientations pour réformer le système politique au Sénégal. Qu'est-ce que ces termes de référence avaient à voir? Et dès le début, nous avons dit nous aurons plus avec ces termes de référence d'ingénierie électorale que de réforme du système politique. C'était notre point de vue. Et nous avions réagi en conséquence pour dire à celui qui a été choisi pour diriger cela, voilà notre point de vue et voilà ce que nous proposons si vous voulez réellement aller vers la réforme du système. Nous l'avons rencontré et nous avons discuté avec lui. Mais dans ce qui a été fait, nous n'avons pas été entendus. Alors, premièrement, la question du dialogue. Moi, je crois que nous ne pouvons pas rejeter par principe le dialogue. Pourquoi? Parce que nous nous battons pour une démocratie participative. Or, la démocratie participative, elle fonctionne avec les consultations, avec les concertations, avec la co-élaboration et même voire avec la co-gestion. C'est comme ça que fonctionne la démocratie participative. Donc nous ne pouvons pas, nous, dire que nous sommes contre le dialogue. Pas du tout. Au contraire, nous voulons que sur les questions nationales qui importent aux populations, qu'avant de décider, que l'on consulte les gens. Mais consulter, c'est prendre un avis. Je veux dire, c'est le dialogue mineur. Parce que si on veut aller plus loin, on va à une concertation. Mais la concertation, ça demande un accord entre les parties prenantes. Ce n'est plus une simple consultation. Et la collaboration va encore plus loin. Et ça, c'est le degré d'approfondissement de la démocratie participative. Autre problème qui nous importe, c'est les résultats que nous avons obtenus.
On avait l'habitude de dire dans la lutte syndicale, prenons les acquis et continuons à lutter. Et quand vous n'avez pas le pouvoir, c'est tout ce que vous pouvez faire. Prendre les acquis du moment et continuer à lutter. Les acquis du moment, c'est ce que le pouvoir a bien voulu concéder. Voilà les acquis du moment. Ce que le pouvoir a bien voulu concéder. Et ce qu'il n'a pas voulu concéder, c'est les désaccords. Parce qu'en réalité, c'est le pouvoir qui a déterminé le résultat. Alors, mais examinons surtout ce qu'il n'a pas voulu concéder. C'est le même mécanisme que nous avons eu avec tous les pouvoirs. Le même mécanisme. Mais ça, le problème, c'est que quand on le dit, on dit aussi que ce pouvoir-là, c'est le même que tous les pouvoirs précédents. Pourquoi? Parce que c'est toujours, je ne vais pas scier la branche sur laquelle je suis assis. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire, bon, les lois répressives qui me permettent de contrôler la population, je n'y touche pas. Moi, on disait, il est passé au tribunal spécial avec l'article 80. Mais quand on a demandé au dialogue national de toucher l'article 80, ils ont dit, non, il ne faut pas toucher l'article 80. Il faut le laisser en place. Parce que c'est un moyen de répression et de contrôle du pouvoir. Ouais. Donc, tous ces leviers qui permettent au pouvoir de continuer à faire ce qu'il a toujours fait, y compris les fonds politiques, ça fait partie. Eh bien, ils disent non. Ils disent non. Parce que c'est pour la conservation et la reproduction du pouvoir. Il n'est pas question qu'on y touche. Et Eliman a dit quelque chose qui répond à ce que d'autres ont dit. Il a parlé des défis persistants. Ce sont ces défis persistants qui font justement de nos réflexions et de nos luttes un éternel recommencement. C'est le défi persistant. Quand quelque chose que vous voulez changer n'arrive pas à changer, si vous voulez continuer à la lutte, vous êtes obligé de reproduire vos actions. En réalité, ce qui nous fait revenir et que les gens disent tourner en rond, c'est bien ça. C'est qu'il y a des choses qu'on devait dépasser depuis longtemps et qui sont encore là. On est obligé encore d'en parler et de continuer la lutte. Il y a eu beaucoup d'éléments à côté. Bon, on peut en parler rapidement si vous le souhaitez. La question des politiques. C'est vrai que nous assistons à une tendance qui est une tendance devenue mondiale. Les forces de progrès et de démocratie sont en recul au niveau mondial. C'est ce à quoi nous assistons actuellement. Mais il y avait un penseur qui l'avait bien prédit, c'est Gramsci. Il a bien dit, quand le monde que nous souhaitons, nous ne parvenons pas à le faire émerger, alors tout le monde veut que ça émerge, ou l'essentiel des aspirations, c'est que ça émerge jusqu'au niveau international. Mais aujourd'hui, même nous, les anciens marxistes et tout, devraient être contents quand ils regardent les Nations Unies parler. Quand on parle de prospérité partagée, de cohésion sociale, de durabilité environnementale, enfin,
toutes les choses pour lesquelles nous avons lutté, c'est-à-dire de la justice sociale. Et les gens aujourd'hui au plan international le mettent dans des textes comme accords internationaux. Donc comme aspiration aujourd'hui de l'humanité. Mais cette aspiration n'arrive pas aujourd'hui à émerger parce qu'il y a d'autres forces qui émergent et qui luttent contre cela. Et de manière très claire et nette. Et avant, ils avaient un peu de complexe. Aujourd'hui, ils n'en ont pas du tout. Regardez la xénophobie et le racisme. Il n'y a plus de complexe aujourd'hui. Leur champion est au niveau mondial. C'est Trump. C'est leur champion. Et il dit clairement son racisme. Il le dit clairement, sans embâche. Et nous sommes en train de vivre cette situation-là. En France, ils veulent supprimer, interdire aux jeunes le ramadan légalement. Je termine en disant tout simplement qu'il nous faut continuer notre lutte. Aujourd'hui, peut-être beaucoup d'entre nous n'ont plus l'âge aujourd'hui d'aller, disons, envahir les bureaux et autres ou les ambassades, mais nous avons la capacité de continuer à échanger et à penser les choses et à penser les problèmes de notre époque. Et je crois que cette compréhension partagée, plus elle s'élargit au niveau de l'élite, plus nous aurons des vecteurs au niveau de la société, au niveau de la culture, donc au niveau de l'opinion pour avancer. C'est cela le sens de notre bataille. Je vous remercie.